Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et d'une petite pointe de vengeance façon mythe des Atrides, enfin en version moderne et surtout sur l'île de Beauté. Rassurez-vous, l'intrigue de la série dont il est question aujourd'hui est bien mieux ficelée que ce hasard de résumé. Plaine Orientale en est le titre et elle réunit deux comédiens impériaux. Elle fait rire dans Kaboul Kitchen et Family Business, défouraille dans Fury, émeut dans Nos au Divertimento et provoque quelques suées dans La damnée. Il impressionne dans 66.5, cause quelques apnées dans 24 heures Legacy. Il est un des rouages d'engrenage, s'est frayé un chemin pépouze entre Bradley Cooper, la team Mission Impossible et Eddie Redmayne. J'annonce donc bonjour Lina El Arabi, bonjour Raphaël Acloc. Bonjour. Et merci à tous les deux de passer par ce studio. Il y a une question que je pose de manière rituelle, les veilles de sortie. Alors vous, c'est pas vraiment une veille de sortie, puisque les 2 premiers épisodes de la série sont déjà disponibles sur MyCanal. Mais est-ce qu'on traque de la même manière quand on présente, quand on assure la promotion d'une série, que quand on assure la promotion d'un film ? Non, surtout que là, en plus, c'est dur ce qu'ils font Canal, parce que c'est impossible de la binger, à part si vous attendez très 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 longtemps. C'est vrai. Parce que c'est un épisode par semaine. C'est horrible pour des gens qui ont l'habitude. Pas 2 ? Non, 2 le premier soir et après. Ah, c'est un à partir semaine. de ce soir ? Et oui. Alors moi qui m'étais fait une soirée vraiment idéale en me disant c'est bon, j'en ai 2 ce soir, pas du tout en fait. C'est dur. Ok, donc Et les cliffhangers sont puissants en plus. Dans de Plaine plus en plus, Orientale. j'imagine. De plus en plus. Bah ouais, vous êtes vraiment très injuste. Plaine Orientale, c'est la nouvelle création originale Canal+. C'est réalisé et imaginé par Pierre Leccia et co-scénarisé par Aurélie Tesser. Donc il y a 8 épisodes en tout. C'est chaque lundi sur Canal+ et sur MyCanal. Ça, c'est pour que tout le monde ait les infos. Donc là, vraiment, vous lisez la déception de la nana qui s'est dit je fais 3-4 dans la foulée ce soir. Ça sera juste 3. 3-4 Ok. Ah ouais. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? Quel quoi, pardon, j'ai pas Quelle écouté. place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? Quelle fonction est-ce qu'elle a ? Est-ce que vous écoutez beaucoup ou pas ? La musique, ouais, en fait, j'avoue que moi, elle a un gros impact, je pense pas que pour moi, pour tout le monde, sur mon humeur. Donc, en fonction de ce que je vais écouter dès le matin, je vais me sentir différente, ou même ça peut changer mon humeur. Ça, c'est lié aussi à mon lunatique, que j'ai depuis très longtemps. Et donc, je sais pas, comme j'ai fait de la musique classique très jeune, j'ai tendance à écouter et de la musique classique et en même temps du rap un peu hardcore. Donc, j'avoue que c'est très large pour moi. Raphaël ? Ouais, moi aussi. Après, en plus, moi, je suis un grand marcheur. Je fais tout en marchant. Du coup, j'ai toujours mes écouteurs dans les oreilles. Et oui, ça prend. C'est grande part de mon quotidien. Et je crois au moins 3-4 heures de ma journée. Facile. Il y a 2 équipes. Ceux qui, quand ils vont mal, écoutent de la musique vraiment super down, histoire de toucher le fond. Et ceux qui écoutent de la musique un peu plus guillerette pour se remettre dans l'axe. Vous faites partie de quelle équipe ? Moi, je suis mes émotions. Je m'imagine dans un clip et tout. Faut que ça colle un minimum. Ouais. Moi, je crois que je suis plus de la première équipe. Ouais, pareil. Celle qui s'enfonce. Ouais. Bien sûr, évidemment. Les meilleurs. Pour démarrer cette émission, et ce n'est pas sans rapport avec l'actu qui vous amène, mais on en parlera juste après, on écoute PNL, La misère est si belle. Le score. Sur Radio Nova. Nova. La misère est si belle, c'est signé PNL, qui, si je ne m'abuse, fait partie des groupes qui ont été écoutés par l'un de mes 2 invités pour préparer la série Plaine Orientale. Info ou intox ? Non, oui, Raphaël info. Acloc, Ouais, ouais, info, parce que, en fait, comme la série, elle est quand même assez... Reda, dans la série, a des moments assez, de beaucoup, très contemplatifs. Ouais. Et que, comme je vous ai expliqué, je suis un gros marcheur. Du coup, à Bastia, je marchais des fois tout seul jusqu'à 2-3 heures du mat', pour essayer de cogiter aux scènes du lendemain. J'écoutais beaucoup de PNL, je trouvais qu'il y avait... ça m'amenait à un endroit intéressant pour le personnage. On parle donc de Plaine Orientale, nouvelle création originale Canal+, réalisée et imaginée par Pierre Leccia, co-scénarisée par Aurélie Tesser, je le disais. Indication de lieu, c'est une région qui s'étend du sud de Bastia jusqu'à Porto Vecchio. Et pour l'ambiance, la voilà. Avant encore, on n'avait pas cette mafia. Je suis la juge Amrani. C'est la première fois que vous venez en Corse ? Ouais. Eva Martens, responsable du pôle antimafia. Vous êtes sorti major, vous auriez pu choisir un service plus prestigieux. Pourquoi Bastia ? Bien la petite sœur, on s'est pas vu depuis 21 ans. Mais tu débarques ici pour me dire que tu vas être juge ? Inès, tu sais ce que je fais ? Alors tu cherches quoi ? Reda, c'est Raphaël, il sort de 10 ans à Borgo où il a purgé sa peine pour braquage. Inès, c'est Lina, demi-sœur de Reda, avec qui il n'a pas eu de contact depuis l'enfance et qui vient de sortir major de sa promo et qui a choisi pour premier poste de magistrate le pôle antimafia de Bastia.
Comment s'aimer quand on n'est pas assis sur le même plateau de la balance de la justice ? Vous avez 1 heure. Non, je rigole. Oh, wow. La sidération. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la série, je trouve. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup comme... si je présente les choses comme ça, c'est qu'on serait tenté par raccourci de parler de série de mafia. À mon avis, on est plus sur une série, un thriller sur la famille, qui est peut-être d'ailleurs la plus dangereuse des mafias, mais ça, c'est un autre dossier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais je sais que Raph, il en parle très bien, donc je vais le laisser. Alors, Raph. Non, mais je te fous pas dans la merde, je sais que t'en parles bien. Non, j'ai une grosse pression sur les épaules. Non, mais en plus, c'est marrant parce que ce qui est intéressant avec le slogan de l'affiche, c'est que ça dit lié par le sang, uni contre la mafia. Et c'est vrai que moi, je trouve que la première partie de la phrase, elle est beaucoup plus cohérente avec déjà avec ce qui se raconte, avec ce qu'on a voulu jouer aussi avec Lina pendant toute la série, parce qu'on s'est posé cette question-là, notamment de savoir si le personnage de Lina était beaucoup plus drivé par l'ambition en tant que jeune juge, ou aussi par un désir et une volonté déjà de rencontrer son frère véritablement, parce qu'ils se sont vus qu'une seule fois, et aussi d'essayer de faire en sorte que lui et leur mère puissent se réconcilier. Donc on s'est posé toutes ces questions-là, et en réalité on avait beau tourner autour du pot, on ne pouvait pas s'empêcher de se dire que c'était pas du tout une série de mafia. C'est un peu comme... C'est l'arrière-plan, on va dire. C'est le fond. La réalité des échanges et de ce qui se noue ici, c'est une affaire de famille. Oui. Ouais. En réalité, d'ailleurs, 2 personnages qu'a priori sur le papier tout opposent, mais qui se ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup. Parce qu'à leur manière, ce sont tous les 2 des idéalistes, des jusqu'au-boutistes. Et surtout, ce sont 2 personnages qui cherchent leur place, l'un comme l'autre. Une place qui n'est pas si évidente que ça à prendre. En tout cas, pour Inès, moi je vais parler pour Inès, c'est sûr qu'elle arrive dans un milieu... c'est un peu compliqué parce qu'elle a une chef qui ne l'accueille pas avec... Qui est hyper hardcore. Voilà, qui est un peu dure. Qui est un peu dure parce que... Mais on peut la comprendre, hein, de l'autre côté. Elle a, toute sa vie, elle a œuvré à enfin créer ce pôle anti-mafia. Elle voit une jeune arriver qui est, on peut le dire, hein, parfois Inès, elle peut être un peu agaçante avec ce petit côté... Première de la classe. Première de la classe, sûr. un peu Hermione Granger, un peu, on me demande de faire ça, je fais comme si je me soumettais à l'autorité, mais en vérité, je pense que j'en sais un peu plus que les autres, parce qu'on va pas se mentir, elle comme lui, Reda et Inès, ils partagent cette grande intelligence qu'ils juste ne vont pas utiliser de la même façon. Et du coup, elle, c'est vrai qu'elle est... Il se trouve qu'elle est intelligente, et il se trouve que peut-être que parfois elle sait plus que les autres, mais il faut rester à sa place. Faut pas le dire. Et voilà, et un peu d'humilité. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans la série et aussi extrêmement plaisant parce que ça change radicalement le paradigme, c'est que c'est hyper agréable de voir 2 personnages qui ne sont pas mus par le désir qu'ils ont l'un pour l'autre. Est-ce que le fait qu'ils soient frères et sœurs et que cet amour d'histoire originale soit une histoire d'amour filial, ça a pesé aussi dans votre envie de jouer dans la série ? Clairement. Après, pour moi, c'est une histoire d'amour. Oui, bien sûr. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr. Les enjeux, heureusement. Sinon, on parlerait d'une toute autre série. Voilà, exactement. Mais en tout cas, non. Moi, j'étais... déjà, j'ai dû... ne serait-ce que pour la scène d'intimité avec Alex, j'ai dû lutter... Oui, parce qu'il y a un autre personnage avec qui Reda a une histoire. Donc, moi, on m'avait un peu promis qu'il n'y aurait rien de tout ça, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup joué des personnages qui étaient sexualisés par le passé, et je trouvais que j'avais fait le tour. Donc j'étais content de jouer un personnage qui n'était pas du tout, comme vous le dites si justement, mu par quelques désirs que ce soit. Et je trouve au contraire justement que ça rend les choses 1000 fois plus fortes et intéressantes pour les enjeux qui concernent à la fois Inès et Reda. On poursuit la conversation sur Plaine Orientale dans un instant. On écoutera aussi Mary J. Blige avec Family Affair, évidemment. Ce sera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Mary J. Blige sur Nova, Family Affair, et toujours en compagnie de Lina El Arabi et Raphaël Acloc. On parle de Plaine Orientale, une série diffusée à raison d'un épisode à partir de maintenant chaque lundi. Donc ce soir 21h, diffusion de l'épisode 3 sur Canal+. Les 2 premiers sont dispo sur MyCanal. C'est une série, je le disais, signée Pierre Leccia et qui en devait déjà l'excellent Mafiosa. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que ça a eu une influence quelconque sur votre choix de vous embarquer ? En fait, moi, je l'ai vu très tard. Je l'ai vu parce que je savais que j'allais faire Plaine Orientale. J'avoue qu'à l'époque, j'étais un peu passée à côté. Ouais. Et je crois que c'est parce que moi, j'ai une espèce de syndrome quand on me parle trop de quelque chose. Je comprends. J'ai un peu de mal. Et à l'époque,
Mafiosa, ça est... Hermione Granger. Et c'est ça, exactement, c'est ça. Mais à l'époque, ça avait cartonné, Mafiosa. Moi, mon frère est un grand fan de Mafiosa. Donc, j'ai un peu le sentiment de l'avoir vu à l'époque sans l'avoir vu. Et quand j'ai commencé à la regarder, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir, en fait. Ouais. Que les deux séries n'ont rien à voir, en fait. Non, si ce n'est comme noyau commun, la famille comme centre de l'activité. Et la Corse. À un endroit, oui. Évidemment. Oui, la Corse. Évidemment. Raphaël, Mafiosa, ça avait été vu avant le tournage déjà. Oui, mon père aimait la série, donc j'avais vu... Je l'avais regardé avec lui. Après, moi, j'avais détesté la série au début. Ah ouais? Ouais, les 2 premières saisons, elle m'avait pas trop Comme convaincu. tous les Corses, je crois. C'est possible, ouais. Oui, parce que déjà, c'était pas tourné en Corse, c'était pas fait par des Corses, c'était pas... Il y avait un truc qui était un peu... qui fonctionnait pas. Je précise que c'était avant que Pierre Letchier jouait le projet. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Il arrive en saison 3. Voilà. Et à partir de la saison 3, c'est super. Et à partir de la saison 3, c'est nickel. Je fais un petit rappel des forces en présence dans Plaine Orientale. Reda, donc fraîchement sorti de prison pour avoir appliqué la loi du silence, mais qui n'a pas vraiment été récompensé. Son dilemme se situe entre vengeance et loyauté. Inès, major de promo, qui décide d'aller au pôle anti-mafia de Bastia. Dilemme identique, en fait. Et ça se joue aussi entre une forme de vengeance et la loyauté. Est-ce que dilemme identique égale intrigue commune ? C'est là-dessus qu'ils se rassemblent, selon vous, sur un désir commun d'une forme de vengeance et de respecter une forme de loyauté aussi. Moi, je pense que c'est plus une forme d'insoumission qu'un désir de vengeance. Le désir de vengeance, il arrive parce que c'est purement contextuel. C'est moi qui l'ai interprété comme ça, ça en dit plus long sur moi, je crois, que sur l'intrigue. Ou peut-être que vous l'interprétez mieux que moi, c'est possible aussi. Non, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a plus ça, il y a ce désir de... Il y a un truc, il y a un problème face à l'injustice, il y a une forme d'insoumission, je pense dont on a hérité tous les deux de notre mère. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, en fait, non, juste, ça me fait penser un peu aux comics avec lesquels on a grandi. Soit on devient le héros, soit on devient le malin, mais en fait, le méchant, mais en fait, les deux ont vécu des traumas. Je veux dire, Batman, il a vécu un trauma et il l'a transformé en quelque chose de bien. Le Joker a vécu des traumas, il les a transformés en autre chose. En fait, on choisit ce qu'on fait de notre trauma et de ce qu'on a vécu quand on était jeune. Et elle décide de se tourner vers la justice et vers les études, etc. Et lui, il fait de ses traumas, etc., de tout ce qu'il a vécu, et ça, on l'apprend plus tard dans la série, de pourquoi il parle pas à sa mère, etc. Il en fait autre chose, mais en fait, je crois que des deux côtés de la justice, finalement, en effet, ça part en tout cas du même... comment dire d'une même racine. Parfois d'une même racine, d'un même vécu, mais on choisit ce qu'on en fait, quoi. De toute façon, il y a un vrai lien aussi, parce que c'est des personnages pour qui se pose la question de la dualité, méchant, gentil ou à d'autres endroits. Inès, elle va quasiment devoir jouer les agents doubles, je ne vais pas trop en dire. Reda, il a aussi un problème de dualité, parce qu'il est issu de père corse et de mère arabe. Il est qualifié, je cite, de trop arabe pour les Corses et trop corse pour les Arabes. C'est systématiquement des personnages qui sont entre deux pôles qui s'opposent et qui ont des tensions intérieures qui sont extrêmement fortes pour l'un comme pour l'autre. Oui, ils sont tous les deux le cul entre deux chaises. Il y a une espèce de... comment dire ? En tout cas, pour Reda, je te laisserai parler pour Inès, mais pour Reda, le truc, c'est que lui, je pense que quand il sort de prison, il n'a qu'un seul désir, c'est d'être accepté. Ouais. Et en plus de ça, je pense qu'il est persuadé qu'il va être accepté, parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour quand il était en prison, il a rien dit, il a purgé sa peine tout seul. Et donc, je pense que quand il sort, il y a cette espèce de truc où lui, à aucun moment, il se pose ce genre de questions, qu'elles soient ethniques ou quoi que ce soit. C'est les gens qui décident de l'essentialiser. Lui, il en a rien à faire. Et d'ailleurs, moi, sur le plan personnel, je le rejoins. En règle générale, c'est pas... je pense qu'en tant que métis, il se pose pas la question de cette manière-là. Mais à partir du moment où on tente de le ramener à quelque chose auquel il ne s'identifie pas, dès que j'utilise un mot de 4 syllabes, ça devient compliqué. Mais là, il va décider de faire quelque chose. Et je vais recycler un proverbe que j'avais dit... je l'avais utilisé déjà dans une interview pour parler de ce personnage. Ouais. Il y a un proverbe africain qui dit que l'enfant qui n'est pas embrassé par le village finira par le brûler pour ressentir sa chaleur. Ouais. Et je pense que, en fait, quand j'ai lu ça, j'étais en train de préparer Plaine Orientale et je me suis dit, mais c'est Reda. C'est ça son truc. C'est que tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande, c'est... Alors, je ne vais pas utiliser le mot amour parce qu'on donne la définition qu'on veut au concept d'amour, mais en tout cas, il a ce truc où il a besoin d'être accepté.
on refuse de l'accepter, du coup, ils décident de tout brûler. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans un monde qui est toujours plus polarisé, c'est vachement bien de pouvoir mettre en scène différentes communautés dans la fiction et qui plus est dans un registre qui, pour une fois, n'est pas de la comédie à gros sabots. Vous voyez ce que je veux dire ? La communauté ? Là, c'est des communautés qu'on essaye d'opposer ou qui s'opposent de fait. On a l'impression que tout ceci, ce monde polarisé, il s'est accentué pendant les 10 ans d'absence de Reda. Et qu'il arrive dans un monde où, ça y est, tout est polarisé. Et que lui, il faut qu'il se retrouve à un endroit. Et je trouve que c'est vraiment des sujets qu'on traite comme ça, d'opposer des communautés. C'est souvent le registre de la comédie et c'est pas toujours très, très malin. Mm-hmm. Là, je trouve que traiter ce genre de choses dans une fiction qui ne soit pas une comédie, c'est aussi très intéressant. Ce contexte, je ne vais pas dire politique, mais en tout cas, ce contexte social-là. Ouais, ce contexte social. Ouais, après, ça concerne moins Inès, même si évidemment, elle arrive en Corse avec tous les préjugés qu'on peut avoir, qui sont vrais ou faux, peu importe, sur le fait qu'elle-même soit arabe, etc. Mais je ne crois pas qu'elle y attache, beaucoup d'importance. Ouais. Elle n'est pas dans ce genre de truc. Elle fait quelques blagues par rapport à ça, mais c'est plus Reda qui est touchée par ça. Mais je pense que les deux personnages sont confrontés à la même situation, parce que quand Inès arrive en Corse et qu'on la ramène un petit peu au fait qu'elle ne soit pas corse, qu'en plus de ça, elle soit arabe, il y a ce truc-là où je pense que ça participe du même phénomène que ce qui se passe avec Reda. C'est juste que les gens, ils ont besoin, à un moment donné, de mettre les autres dans une case. Ouais, et puis de les mettre dos à dos. Exactement. Mais ça, c'est un phénomène. Après, ça concerne, je pense qu'on le voit dans toutes les strates de la société. C'est pas nécessairement qu'un phénomène franco-français, mais il se trouve que chez nous... C'est un phénomène très actuel, en tout cas. Ouais. Exactement. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale. On écoute Major Lazer avec Get Free. Le score sur Radio Nova. Major Lazer sur Nova, Get Free. Est-ce que ça fait partie du genre d'ambiance dans laquelle vous pouvez vous mettre pour préparer un rôle, ce genre de musique ? Vous avez le droit de dire non, vraiment. Non. Ce sont des choix tout à fait arbitraires. Je ne connais pas très bien, en fait. Je n'ai pas très bien écouté, pour vous dire la vérité. Pour prendre un bain, pour marcher, non. Jamais. Si, éventuellement, ouais. Si, c'est possible. Ça marcher en flottant, quoi, un peu. C'est un truc un peu... Marcher vers 21h quand il fait beau, c'est beau, ça marche, ça fonctionne. Vous avez tous les deux ce que je qualifierais de level expert en matière de série. Kabul Kitchen, Family Business, Fury pour Lina, 66.5 The Great, L'Agent Secret, Little Birds, Engrenage, 24 Heures Legacy pour Raphaël. Ce travail sur le temps long, ça a quel genre d'implication quand on est comédienne ou comédien ? Déjà, faire une série aujourd'hui, c'est pas comme faire une série quand on a commencé avec Raph, parce que c'était pas... pour le coup, on mettait vraiment les gens dans des boîtes, comme on disait juste avant. Bien sûr. À cette époque-là, où faire une série, vous vous enfermiez dans une série. Aujourd'hui, les plus grands acteurs se battent pour faire des séries. Les réalisateurs de grands films qu'on adore tous font des séries. Et ça, c'est grâce aux plateformes, notamment. Mm-hmm. Et en fait, c'est génial pour un acteur de pouvoir travailler un rôle sur la durée. Ouais. De pouvoir... en fait, un tournage en France d'un film, c'est quoi ? C'est entre 6 semaines et 12, peut-être. Mais une série, là, je sais que nous, on a tourné pendant combien de temps ? 5 mois, 6 mois. Ouais. C'est une grosse partie de l'année, c'est énormément de travail, c'est de pouvoir embrasser plein d'intrigues, de pouvoir creuser. Et surtout, parfois, sur du format court, le problème, c'est que le personnage, on peut un peu être manichéen avec le personnage. Si c'est pas hyper bien écrit, il y a un peu, pour le coup, le gentil, le méchant. Là, quand on regarde une série comme Plaine Orientale, on se rend compte de toutes les failles, de tous les complexes de Reda. De l'autre côté, c'est pareil pour Inès. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Enfin, il y a quand même la mafia. Mais même là, en fait, tout est très, très, très complexe. Raphaël, c'est pareil. Ce travail sur le temps long, c'est appréciable ou c'est parfois un peu... Ouais. Alors, c'est appréciable pour 2 raisons. Déjà, la première que Lina a déjà donnée sur le fait de pouvoir explorer un personnage en 8 fois 52 minutes, c'est pas la même chose qu'1h40. Après, nous, on a eu aussi un luxe, c'est que c'est la même personne qui a écrit et réalisé tous les épisodes. Ouais. Donc, ça, c'est un peu différent. Par exemple, si on fait... Moi, j'ai eu l'expérience... c'est vrai que sur d'autres séries, je changeais de réalisateur tous les 2 épisodes. Et ce n'étaient pas des gens qui avaient travaillé à l'écriture. Donc, à chaque fois, il faut tenter de réexpliquer pourquoi on fait tel ou tel choix avec le personnage. C'est un peu difficile. Alors que là, on collabore avec la personne qui a créé ces personnages-là et qui va nous suivre jusqu'à la fin. Donc, c'est pas du tout la même expérience. Et là, pour le coup, sur Plaine Orientale, c'était vraiment appréciable. Ouais. Après, je sais pas s'il y a des mauvais côtés à faire une série. C'est juste que c'est très long et que ça prend...
Faut bien choisir. Voilà. Bien choisir, faut être sûr des gens avec qui on va jouer, du pays dans lequel on va tourner. Nous, on a eu beaucoup de chance parce que c'était en Corse et que c'est quand même très chouette de tourner en Corse. Mais quand vous passez autant de temps quelque part et avec des gens, vaut mieux que ça se passe bien. En dehors de Plaine Orientale, bien sûr, la série qui vous rassemble, si je vous demande la série parfaite. Bureau des légendes. Succession, j'ai Succession, Bureau des légendes. Succession, moi j'ai eu du mal à terminer, donc à partir de ce moment-là, je me suis arrêtée à un moment donné. Donc je peux pas dire que c'est parfait, même si c'était super au début, je trouve que ça s'est un peu essoufflé. Mais le Bureau des légendes, c'est quand même... le Bureau des légendes, c'est quelque chose. Après Succession, c'est vraiment... Attention. Et si je décentre la question, le plus grand personnage de série peut ne pas être dans la même série que la bien sûr. Homelander. Dans The Boys. Pas mal. Je sais pas, c'est le plus grand parce qu'il est quand même pour le coup détestable, mais... Ah non, c'est pas détestable, il a inventé un autre mot. Mais c'est extraordinaire. En fait, c'est fou d'être à un tel niveau de jeu que je crois que ce mec, je le verrais dans la rue, je lui en voudrais, alors que c'est débile, alors que certainement que c'est un mec très sympa. Oui, il a l'air. Mais Homelander est quand même potentiellement une des plus grosses ordures que la télé n'ait jamais produite. Moi aussi, j'ai une ordure, mais dans une moindre mesure, c'est Walter White dans... On a presque envie de le... mais non, en fait. C'est une ordure quand même. On est d'accord. Mais Votre désir de jeu, à tous les deux, il est né quand ? Il est né comment ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Parce que tous les deux, vous avez pris ce que j'appellerais des chemins de traverse avant votre première apparition sur un plateau. Vous êtes partis par d'autres voies. Quel a été le déclic pour vous dire que c'est ça que j'ai envie de faire en fait ? C'est comédienne, c'est comédien. Je suis pas partie par d'autres voies. Moi, j'ai fait une école de journalisme. Oui, mais j'ai commencé à tourner avant de faire mon école de journalisme. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu ça n'a pas été une ligne parce directe. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que faire il ce faut métier... travailler. Non, il faut gagner de l'argent. C'est pas en devenant acteur. Oui, mais j'entends. Non, mais c'est surtout que c'est un métier qui, surtout quand, comme Raph et moi, on ne connaît personne dans ce métier, qu'on n'a pas... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas été aidés, c'est qu'en fait, franchement, sans nous jeter des fleurs et sans être prétentieux, nous devons aujourd'hui notre place face à vous avec notre plus grand plaisir. Qu'au fait qu'on a réussi des auditions, qu'on a charbonné. Voilà, personne ne nous a fait de cadeaux, à l'un comme à l'autre. Ouais. Donc, comme on ne nous fait pas de cadeaux, ça veut dire qu'en fait, c'est très long. Ça veut dire que le temps déjà d'arriver en casting, c'est long. Toutes les étapes, en fait, on les a vécues avec de la douleur et de la résilience. Donc, évidemment qu'on fait des études parce qu'on n'est pas complètement débile et qu'à un moment donné, il y a des longues périodes où vous ne tournez pas forcément. Ouais, bien sûr. Donc, vous espérez quand même vous en sortir, quoi. Ouais. Alors, si je reformule différemment, la première fois sur un plateau, ça a été une vraie épiphanie où il y a eu une petite part de douleur en se disant pas si simple. J'allais à Londres, j'étais serveur dans un strip club, j'ai fait des petits trucs un peu pour... Acteur, quoi. Ouais, c'est un métier d'acteur. Non, mais pour apprendre... C'est la voie parallèle. Non, mais pour apprendre l'anglais, c'est un endroit un peu insolite quand même. C'est pas... Pour jouer en anglais. C'est pas... Non, juste pour apprendre la langue. Le meuf qui va absolument avoir raison. Pour aller plus loin que... Tu prépares un rôle, en fait, c'est ça. Pour aller plus loin que Speak Like This, tu vois. Mais du coup, oui. Après, pour répondre à votre... vous avez reformulé la question. Est-ce que ça a été un moment d'épi? Ouais, je sais. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Pas du tout. Non, moi, j'ai fait du droit avant. Je me suis un peu dirigé vers le jeu au début, un peu par désarroi, parce que je savais pas quoi faire. Et que je me suis dit, allez, je vais pousser la porte d'une école de théâtre et je vais voir si ça me plaît. Après, il se trouve que j'ai été passionné tout de suite. Donc, c'est que j'avais choisi quelque chose c'est que j'étais au bon endroit de mes questionnements. Mais après, oui, j'ai fait plein de choses avant, j'ai fait plein de choses pendant. J'aimerais bien ne pas avoir à faire plein de choses après. On peut rester sur cette voie à partir de maintenant, ce serait sympa. Ce serait nickel. Mais oui, après, il y a un moment, je pense, où on arrive sur un plateau et on se dit, ah tiens, j'ai l'impression d'être à ma place. En tout cas, je m'y plais et j'aimerais bien revenir demain et après-demain. Et pendant tous les mois qui suivent, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Et je pense qu'en général, quand on se dit ça, c'est qu'on est au bon endroit. Ouais. Nouvelle pause musicale dans le score. On écoute SZA avec Kill Bill. Le score sur Radio Nova. Nova. SZA sur Nova avec Kill Bill et toujours en compagnie de Lina El Arabi et Raphaël Acloc. Et je voudrais ouvrir avec vous un chapitre Skills. Qui dit de manière complètement CV, quoi, enfin compétences particulières. Okay. Danse, musique, violon, la London Academy of Music and Dramatic Art pour Raphaël, natation, baston, maîtrise parfaite de l'anglais. Est-ce qu'il vous est quand même, pourtant, tous les deux, déjà arrivé de mentir sur un CV pour obtenir un rôle ? Vous avez oublié des choses, lui parle un nombre improbable de langues. Moi, j'ai que la surface émergée de l'iceberg. Non, il est impressionnant. Il a une oreille assez incroyable. Moi, je l'ai déjà vu apprendre
l'Iranien pour un casting. Ouais. Et on lui a dit, genre, ça sera pour hier. Et en fait, si je le voyais, chez lui, il apprenait la conjugaison, parce qu'évidemment, il peut pas juste apprendre. En fait, c'est lui, Hermione Granger. Il peut pas juste apprendre ses phrases de son casting. Non, il faut qu'il comprenne comment est faite la phrase, etc. Donc, il a parlé. Et le pire, c'est que je ne parle pas iranien, mais c'était assez impressionnant. Oui, Donc, pour toute personne qui ne parle pas le farsi, c'était exceptionnel. Je précise pour toute personne qui ne parle pas cette langue. c'était impressionnant. Il parle énormément de langues. Donc, ça, quand même, c'est. Même pour un acteur, c'est quand même. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous avez déjà menti sur des compétences? Ouais. Genre maîtrise de l'équitation, cascade, voltige. Moi, j'ai dit que j'avais le permis. Je l'avais pas. Je l'ai passé en accéléré pour 66.5. Je sais pas si ça rentre dans la question. Si, ça peut, mais c'est pas. Mais c'est-à-dire qu'en même temps, quand on énumère la liste de vos skills particuliers, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Mais en fait, moi, je suis une piètre menteuse. Moi, les gens qui me connaissent savent que je ne sais pas mentir. Dès que j'essaie de mentir, j'ai une espèce de rire un peu nerveux. Enfin, ça se voit. J'ai chaud. Enfin bon, donc je ne sais pas mentir, donc je pourrais pas en casting. Puis mentir pour un casting sur genre une vraie compétence. C'est un peu bête. On en connaît. Ah, mais faut être costaud après parce que moi, je vais pas m'amuser. Ouais, c'est un coup à plus jamais bosser de sa vie, ça. Mais par exemple, moi, les avions de chasse. Je précise que le farsi, ils savaient que je ne le parlais pas. Ils m'ont dit tente-le. J'ai pas fait croire que j'avais oui, c'est vrai, tu fais bien. Une arrière-grand-mère iranienne qui m'avait transmis la langue. Mais en tout cas, oui, je pense que si on est honnête et qu'on dit je peux essayer parce que peut-être que j'ai des compétences à côté qui font que je peux faire la blague, là, ça fonctionne. Mais mentir, moi, j'évite. Mais quand même, l'un et l'autre prêts à aller très loin dans les prépas pour les besoins d'un rôle. Moi, c'est vraiment, ça semble très accessoire, mais moi, j'ai un souvenir de Lina en interview sur la damnée. Pour la préparation du rôle, c'était passé par une méthode très particulière. Alors, j'imagine pas que ça. Parler de mon hygiène corporelle. Voilà, par exemple. C'est un truc qui poursuit après. Hein. Oui. Mais je comprends que ça aide à entrer dans la psychologie du personnage, de dire ça passe par une apparence. Ouais, mais ça va 2 minutes pour le coup. En plus, on était en plein Covid et tout. Enfin, c'était l'horreur. Et j'ai pas pris de douche pendant quelques temps. Après, je me suis dit non, le corps, c'est plus possible. Faut que je me lave. Je me suis lavée et je me dis quand même, je vais laisser mes cheveux. En plus, il paraît que ça fait pas de mal et tout. En fait, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est dur. Mais oui, j'ai fait ça. Je sais pas si c'était une bonne chose, je sais même pas si ça a servi au rôle, mais en tout cas, j'ai fait ça. Ouais. Mais il y a un vrai investissement physique. Par exemple, sur un rôle comme Fury, j'imagine qu'on se lance pas non plus pour botter des kilomètres de mais je crois qu'on a ça. Oui, faut quand même être un peu préparé. Mais je crois qu'on a ça en commun aussi. Et puis comme Raphaël, pour le coup, il vient de l'école anglo-saxonne. Et ils sont vachement dans le corps, etc. Il a aussi un rapport au corps. C'est pas pour rien s'il marche autant pour préparer ses rôles. Je pense qu'il travaille aussi ses démarches. Il travaille. Vous vous retrouvez tous les deux dans la saison 2 de Fury, si je ne m'abuse. Ouais. Comment vous savez ça? Parce que, je sais pas, vous l'avez dit peut-être déjà. Je l'ai dit. Je ne sais pas lequel des deux, mais moi, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai vu. Ouais, et justement, vous parlez du travail du corps, c'est assez impressionnant. Je pense que les gens ils vont même pas remarquer que c'est le même acteur qui joue dans Plaine Orientale et dans Fury, tellement il est très très différent. Vous remarquerez à quel point elle est bienveillante envers moi. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est peut-être pour mieux casser la gueule dans la série. Je sais pas. Qui vous dit qu'on est l'un contre l'autre? Je ne sais pas, justement. Je voulais poser la question. Hostile ou ami? On ne sait pas. Faudra voir. Alors, après, on est d'accord qu'un rôle comme Fury, je ne sais pas où vous vous situez sur cette échelle-là, Lina, mais je trouve que pour une femme, il y a un truc de l'ordre du fantasme absolu, d'incarner une nana qui est aussi badass. Là, pour le coup, le terme est vraiment pas usurpé. Il doit y avoir quelque chose de très plaisant. C'est très plaisant. Après, c'est un crop top quand même. Hein. Mais ça nécessite, mais en crop top. Voilà, ça nécessite quand même deux, trois choses à changer dans sa vie en termes d'hygiène de vie. Mais en effet, c'est très plaisant. Très bien. Nous marquons une courte pause publicitaire. Je le dis de manière hyper solennelle, comme si d'un seul coup c'était un truc hyper important. Et comme si c'était hyper important ce que je voulais dire, alors que pas du tout. C'était hyper ennuyeux. J'hésitais à faire un teasing sur la suite, mais en fait, comme je ne sais pas le faire, je vais juste annoncer la pub et on se retrouve tout de suite après. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Lina El Arabi et Raphaël Acloque. J'ai voulu lancer une sorte de teasing parce qu'on parlait de Fury, mais je me suis dit que j'allais m'embourber vraiment de manière très forte. Je voulais juste vous demander, Fury, c'est une série Netflix avec une résonance internationale de fait. Est-ce qu'il y a eu quelques effets ressentis? Ou en tout cas des envies d'ailleurs? Parce que beaucoup de gens l'ont vu à travers le monde. Ouais, moi, il y a eu ça m'a aidé sur un truc. J'ai passé un casting, moi, j'ai une tape après la sortie de Fury pour une série qui s'appelle Citadel sur Amazon Prime. Et en fait, j'ai très vite eu le rôle et je me suis dit, soit je suis super douée,
pense pas que ce soit ça. Soit ils ont vu autre chose de moi. Et je me suis dit, mais Joe Russo n'a rien pu voir de moi. Et après, bingo, en fait, il avait vu Fury. Et comme c'est un rôle qui casse un peu aussi des gueules, ça a dû m'aider. Voilà. Donc j'ai eu le rôle. Enfin, c'est ça que je veux dire. Parce que si j'avais pas eu le rôle, l'histoire est pourrie. Et du coup, j'ai le rôle. Et du coup, j'ai pu jouer. Un peu déceptif, je vous le cache pas. Un petit peu. Et du coup, j'ai pu jouer avec les Américains. Mais lui, c'est un grand habitué des Américains. Oui, c'est ça. Les plateaux outre-Manche et outre-Atlantique, entre Burnt, Allies, The Bubble. Quel souvenir est-ce que vous en gardez, Raphaël Est-ce que vous comptez y retourner? Là, c'était pour les films, parce qu'il y a aussi les séries. Il y a eu les séries anglaises. On n'a pas besoin, vous inquiétez pas. On n'a pas le temps. Je les ai cités avant. Non. Mais non, moi, je trouve ça. Moi, j'adore travailler avec les Anglo-Saxons autant qu'avec les Français. C'est des façons de travailler différentes. C'est un peu plus foutraque chez nous, mais je trouve pas ça déplaisant. Tout est très sérieux chez eux. Ce qu'il y a aussi. Vous parlez des plateaux américains ou anglais? Parce qu'il paraît qu'il y a une vraie différence entre les deux aussi. Il y a une différence dans le sens où il y a déjà plus d'argent sur les plateaux américains et ils sont très business. Mais en termes de discipline de travail, on retrouve la même aux États-Unis et en Angleterre. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de discipline de travail en France. Je dis juste que en France, on est beaucoup plus dans la détente, dans la façon dont on organise un plateau. Après, franchement, j'aime bien les deux et j'ai pas coupé, c'est juste que là, ça fait 2-3 ans que je travaille en France parce que j'ai la chance d'avoir des projets qui me plaisent et ça prend du temps, comme on l'expliquait. Une série, ça prend 6 mois d'une vie. Mais bien évidemment que j'ai très envie d'y retourner dès qu'il y aura un projet qui me bottera là-bas. Mais je vous ai entendu aussi dire que Plaine Orientale faisait partie de ces rôles où c'est ça que vous attendiez, en fait. Oui, parce que vous avez fait une comparaison avec les Atrides au début et je trouve qu'il y a un côté très tragédie grecque dans Plaine Orientale. Le rôle, il est sur le papier. Après, moi, je ne parle pas du tout de ce que j'ai fait dedans. Je laisse les gens juger du travail que j'ai fait sur Plaine Orientale. Mais en tout cas, sur le papier, le rôle, il est absolument magnifique. Donc, j'avais de très beaux rôles en Angleterre, mais qui peut-être moins... avec lesquels je me suis moins épanoui que sur Plaine Orientale, clairement. Est-ce que quand on est... on a le droit de dire encore jeune comédienne, jeune comédien? Quand on a moins de 40 ans, on est jeune. Moi, j'ai pas moins de 40 ans. Mais, il a moins de 40 ans. Mais j'aime, voilà. Mais restons ce jeune on va comédien, pas comparer. Ça me moi, j'aime bien... parfaitement. Je vais reformuler. En dessous de 50 ans, on est jeune. Super, ça m'arrange. Cette théorie m'arrange. Est-ce qu'il y a encore, aujourd'hui, en 2025, l'angoisse d'être cornérisé? Vous voyez ce que je veux dire? De dire, voilà, j'ai fait 2 rôles où, par exemple, je suis un peu physique, j'ai fait 2 rôles qui ressemblent à ceci. Voilà, maintenant, on me propose beaucoup ce genre de choses. Oui, mais je crois que nous deux, on ne s'est jamais vraiment fermés dans des trucs. Ben non, parce que vous avez vraiment des choses très variées. Mais est-ce que c'est un travail de longue haleine et c'est une lutte? Ou est-ce que c'est assez facile? On vous propose des choses diverses. Déjà, il n'y a rien de facile, je vous jure. Excusez-moi, je reviens là-dessus. C'est un métier, encore une fois... tous les jours. Moi, mon agent, par exemple, à chaque fois que j'ai un rôle, il me dit encore un rôle qu'on est allé arracher avec les dents. Donc, j'ai des dents très robustes, mais plus je vieillis, moins elles vont tenir. Donc, à chaque fois, chaque rôle, c'est la croix et la bannière. Parce que, évidemment, il y a de plus en plus de gens à convaincre, blablabla, les trucs des réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, pour le coup, c'est là, moi, où je me sens un petit peu vieille. Parce que moi, quand j'ai commencé, Raph aussi, il n'y avait pas tous ces trucs de followers qui comptent. Donc, je découvre au fur et à mesure. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. C'est juste que je découvre le métier en même temps que les années avancent. Et je crois que je m'apaise maintenant. Avant, je souffrais énormément de tout ça, de cette injustice. Après, le milieu du cinéma est injuste, comme la vie est injuste. Calmons-nous, je veux dire, le déterminisme, c'est injuste. Tout est injuste. Mais je me suis apaisée avec cette injustice. Et maintenant, je l'accepte. Et j'arrête de pleurer quand les choses sont beaucoup trop injustes. Je me dis que c'est comme ça et j'essaye surtout de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je m'épanouis autrement dans ma vie de femme, dans ma vie de fille de mes parents, dans ma vie d'amis, vous voyez, bien sûr. J'essaye. Enfin, je sais que c'est pas la réponse à la question que vous attendiez, mais c'est juste que j'essaye de prendre ça avec beaucoup de recul maintenant et de faire des choix qui me plaisent. Je fais pas des choix de carrière. Je fais des choix qui me plaisent. Je me dis, tiens, ce rôle, il me plaît. Ça faire des choix, c'est déjà un enjeu quand on est comédien. Oui, mais en fait, moi, j'ai toujours choisi, même quand on me proposait rien. J'ai choisi parfois de ne pas passer certains castings ou de passer des castings juste parce que je voulais rencontrer le directeur de casting, mais pas parce que le rôle me plaisait. Enfin, vous voyez, et ça, encore une fois, c'est un luxe parce que mes parents me l'ont permis, parce que
je devais pas nourrir une famille. Enfin, vous voyez, je me rends compte aussi de la chance que j'ai eue, quoi. Dernière pause musicale avant de vous laisser la main sur la programmation. Et oui, vous allez devoir choisir 7 titres dans les playlists de Nova. On écoute Akhenaton, Funky Family, Bad Boy de Marseille. Akhenaton et la Funky Family, Bad Boy de Marseille sur Nova, et toujours en compagnie de Lina El Arabi et Raphaël Akloc. Il y a une tradition dans cette émission, avant d'établir la playlist, qui est un questionnaire sur la musique, qui est vraiment lié à des souvenirs. C'est pas du tout un questionnaire de culture générale. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, le premier truc qui vous vient à l'esprit. Et je n'ai pas le droit de juger vos réponses. C'est faux, je ne veux pas vous mentir, je le ferai à l'intérieur de moi-même, c'est promis. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Allez. Bah non, mais il va falloir y aller quand même. Parce que ça, c'est horrible, ce genre de questionnaire. Ouais, ça vient pas tout de suite comme ça. Et bah, si ça vient pas, vous avez le droit de passer. Moi, je donne des dérogues à tout le monde. Vas-y, c'est pas grave, on est deux. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre. Alors moi, c'est les chansons d'Aznavour. Tous les dimanches matins, ma mère, elle nous réveille avec de l'encens et du Aznavour à fond la caisse dans la maison. Voilà. Raphaël. Moi, mon père, il était plutôt fan de Led Zeppelin. Très bien. De Pink Floyd, donc des trucs genre Stairway to Heaven, tout ça, ce genre de trucs. Et ma mère, c'était plus Sheikha Remiti ou d'autres chanteurs de rail. Une chanson d'adolescence. Tatou. All the things she says. Ah ouais. J'étais adolescent il y a très longtemps. C'était avant-hier, Raphaël. Non, je sais pas. Seul le crime paie ou la lettre. Je sors des choses comme ça au hasard. Très bien. De lunatique. Ouais. Ça me va. Votre hit de karaoké. Hit de karaoké, je dirais tous les cris les SOS. Balavoine, oui, bien sûr, une valeur sûre. Qui témoigne d'une certaine ambition vocale, je dois dire. Absolument. Et là, je trouve ça et super. Et pas de jugement, vous l'avez promis. Non, évidemment que non. Ouais, alors si on va là-dedans, qui est-ce qui chante Chandelier? C'est Sia. C'est ça, voilà. Sia. Chandelier de Sia, comme ça. Ah ouais, on va jusqu'au bout dans la ficha. Ouais. Bah non, c'est parfait. Moi, je l'accompagne jusqu'au bout, je joue avec elle. Ouais. Parfait. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Ilona. Un enfant, un oiseau. Très bien. Ouais, je passe parce que j'ai que des titres bizarres, donc je sais. Non, mais ça j'ai va pas être de. long, du coup. Oui, ça va être long. Ok, je prends. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Je crois que deux personnes formées en danse qui refusent donc de danser, a priori. Si, mais moi, en fait, j'ai que des chansons genre arabes de rail dont je connais pas le titre. Des chansons de mariage marocain, voilà. Bah voilà, ça me va. Raphaël ? Non, je sais pas. Ouais, je me rends compte que je suis pas un grand danseur. Très bien. Ouais. Donc du coup, la question suivante, c'était le titre qui vous fait sortir de la piste de danse. Du coup, ça va être plus compliqué si vous dansez pas. Probablement n'importe lequel. Ouais. Voilà, exactement. Ok. Votre chanson de comédie musicale préférée ? Je déteste les comédies musicales. Très bien. La seule comédie musicale que, si tant est que ce soit vraiment une comédie musicale que je peux vraiment accepter, c'est Le Roi Lion. C'en est une. Le dessin animé. Ça marche, ouais, ça me va. Ouais. Alors moi, dès qu'il y a de la musique... Je me désolidarise, en plus je rêve de faire une comédie musicale. Donc... Mais moi, moi, les films Disney, j'avançais avec la télécommande dès qu'il y avait une chanson. Genre, on avançait à ce niveau-là. Ah ouais. Je connais pas cette personne. Il n'y a que Hakuna Matata qui passe. Okay, mais vraiment. Très bien. Ouais. Moi, ça me va. Ça rentre dans les clous. Mais les comédies musicales, c'est sublime. West Side Story, mon Dieu, je rêvais d'être dans West Side Story. Donc, America, peut-être. Bah ouais. West Side Story. Et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête ? Non, si, plein. Moi, je m'auto-balance. Je suis très perméable aux musiques de pub. Donc, il suffit que j'entende une ritournelle de pub pour l'avoir dans la tête toute la journée. Et je me déteste, en fait, après. Non, moi, ça va être des chansons que j'aime bien. Des chansons de ma playlist. Peut-être du Nino. Vous avez bien de la chance. Le truc qui m'est resté dans la tête pendant longtemps, c'est la musique de White Lotus. Ah ouais, la musique du générique. Elle m'a pourri la vie. Ouais. Quelle version ? Mais pas celle de la 3e saison qui est plus cool. Je savais que j'allais lancer un débat. Ils ont niqué notre délire. Ouais. J'ai pas encore vu la 3e saison. Je vois. Il n'y a plus le... Voilà, c'est ça. Le bleu, il était... C'est donc le générique de la soupe aux choux, a priori. C'est un mix. Ils ont fait un truc très étrange. White Lotus and the soupe aux choux. Mais vraiment, c'est super. Voilà, formalité remplie. Vraiment, c'était pas si douloureux. Pour clore le score dédié à Lina El Arabi et Raphaël Akloc, merci beaucoup à tous les deux d'être passés par ce studio. Et que je rappelle que Plaine Orientale, l'épisode 3, c'est ce soir à 21h sur Canal+. Les 2 premiers sont dispo sur MyCanal. C'est très hautement recommandable. Merci encore à tous les deux. Merci. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver le Nova Club et David Blo. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.